Ok, très bien. Donc, je vais revenir un peu au marché des esclaves, puisqu'on a ces séquences, effectivement, avec des robots, qui sont martyrisés et qu'on aime faire tomber, et l'obstination de ces robots à se relever dans leur innocence propre. Il y a là-dedans une forme de jouissance sur laquelle je vais revenir. Alors, je vais tenter de définir le vecto-fascisme en une douzaine de minutes, ce qui est absolument impossible, d'autant plus impossible que j'ai déjà perdu du temps. Alors, j'avais élaboré ce concept il y a un peu plus de 10 ans, et ça a un lointain rapport avec les classes vectorielles de Work sur lequel je vais pas développer. Et c'était dans l'objectif de savoir si l'usage du mot fascisme aujourd'hui était possible, en partant du livre de Paxton, Le fascisme en action, et en faisant une comparaison point par point avec le livre de Paxton. Donc, à la différence du technofascisme, qui est plutôt généalogique finalement, le vectofascisme est plutôt descriptif. Il désigne une mutation de notre sensibilité politique, de nos affects, sur lesquels je vais revenir. Alors, partons d'une image bien connue. Le 20 janvier 2025, lors de l'investiture de Donald Trump, Musk lève le bras de manière pour le moins équivoque, et immédiatement, 2 lignes de défense s'organisent sur les réseaux. La première évacue la question politique, ce serait le geste involontaire d'un homme neurodivergent. La seconde le dilue. Obama, Martin Luther King et tant d'autres auraient finalement tendu le bras aussi en public. Et c'est ce second argument dont je vais me servir comme une porte d'entrée vers le vectofascisme. Comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a cet argument-là. Alors, comparer le geste de Musk à celui d'Obama, c'est opérer une détection automatique de ressemblance formelle en ignorant absolument tout contexte historique et politique. Alors, c'est exactement ce que fait le machine learning de l'intelligence artificielle lorsqu'il confond un chihuahua et un muffin au bleuet ou au myrtille, parce que les yeux du chien ressemblent étrangement à des baies. La comparaison est formellement correcte, mais elle est politiquement aveugle, si on peut aveugler un chihuahua. Et cet aveuglement n'est pas une erreur de calcul, c'est une pareidolie, c'est-à-dire la capacité de reconnaître une image, par exemple dans des nuages, ou des visages dans des poivrons verts. Et cette pareidolie devient une méthode de gouvernement. C'est de là que part le vectofascisme, que je vous propose de penser non pas comme un corpus de récits ou d'images déjà constituées, mais comme une espèce de machine abstraite, une machine mythologique mais abstraite. Je vais essayer de développer ça très précisément. Un dispositif qui structure les affects, oriente les corps et rend certaines visions du monde habitables et d'autres absolument inhabitables. Alors, un court détour technique malgré tout, pour toi, mais un peu expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est qu'un vecteur. C'est quoi le vecto, finalement? Alors, on va prendre une IA qui est entraînée sur des millions d'images d'oiseaux. Elle ne mémorise aucune image discrète. Elle calcule les statistiques de co-concurrence. Avec quel pixel l'oiseau apparaît-il, dans quel contexte et à quelle fréquence? C'est purement et simplement de l'induction. Le résultat n'est pas une définition idéale de l'oiseau, mais un ensemble de vecteurs fixant au minimum et au maximum ce que peut être un oiseau pour nous. Ça dote l'intelligence artificielle de 2 fonctions étranges. D'une part, la capacité de reconnaître un oiseau qui ne fait pas partie de son dataset, qui ne fait pas partie de son entraînement, qu'il ne connaît pas. Et d'autre part, la possibilité de générer des images d'oiseaux que nous reconnaissons comme des oiseaux, mais qui n'existent pas. Ce qui est tout de même un phénomène artistiquement extrêmement important. Donc, le vecteur n'encode pas ce que l'image représente. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de représentation. Il encode seulement ce que chaque pixel fait. Alors, c'est ce qu'on appelle tous ces vecteurs, qui sont juste des flèches avec une certaine longueur, une tension et une direction. C'est ce qu'on appelle l'espace latent. Et donc, l'espace latent, c'est un fichier informatique qui est un peu la mémoire d'une intelligence artificielle qui ne comporte pas d'image, finalement, si on parle de générateur d'images. Alors, revenons à notre ami Musk. Quand on glisse de son salut vers la neurodivergence, finalement, on navigue dans l'espace latent de nos références culturelles. On passe du salut nazi au geste involontaire sans rencontrer le moindre obstacle. Or, quand on se rappelle que les neurodivergents furent parmi les premiers gazés de l'Allemagne nazie lors de l'action T4, il y a effectivement dans ce passage-là un retournement étrange. Finalement, cette structure ne réfute pas, elle déplace. Elle ne contredit pas, elle dilue. Le vectofascisme, en ce sens-là, ne ment pas, il rend le mensonge inutile, parce que tout devient insignifiant par équivalence, tout se vaut. C'est sa première opération, donc fabriquer une indécidabilité calculée, une espèce de zone grise où le statut de chaque énoncé devient finalement indifférent au sens de Lyotard, et qui est impossible à trancher.
Mais l'espace latent n'est pas qu'un espace informatique, parce qu'il ressemble structurellement à l'affect. L'affect au sens de Spinoza, qui n'est pas un sentiment personnel, qui est une variation d'intensité, une différence de puissance entre deux états. C'est pour ça que les affects trouvent dans l'espace latent un lieu incroyable d'élaboration. Alors, c'est ici que ce dispositif rencontre l'œuvre de Furio Jesse. Dans les années 70, il forge le concept de machine mythologique. Alors, pour Jesse, ce n'est pas donc un automate antique, mais un mécanisme par lequel une société, singulièrement la culture de droite, s'approprie des fragments de symboles anciens, les arrache à leur sédimentation historique et efface leur passé pour produire un effet de mythe. Là, c'est vraiment l'archéofuturisme dont tu parles dans ton ouvrage. Mais il y a encore une intuition encore plus fulgurante, je crois, c'est Jesse, c'est que la machine fonctionne à plein régime pour nous faire croire à un contenu supérieur, alors qu'en son centre, la chambre secrète est absolument vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de vérité originelle au cœur du mythe, il n'y a que le mécanisme qui fait croire en elle. Alors mon hypothèse est la suivante, que je n'aurai pas le temps de développer, bien sûr. Ce vide central, c'est la boîte noire, la black box de l'intelligence artificielle. La boîte noire est saturée de milliards de paramètres, mais est absolument vide d'idéation. Personne ne peut lire le cheminement d'un vecteur, et le vectofascisme s'engouffre dans cette opacité. La question n'est plus de savoir si un énoncé est vrai ou faux, mais de calculer le degré de vraisemblance qui maximisera l'engagement d'un segment du public. La vérité n'est plus une valeur, c'est un hyperparamètre. Alors, le leader, par exemple, ça s'applique assez bien au leader, qui change de nature, il n'a plus vraiment d'intériorité à incarner, il est une espèce d'interface de projection dont la vulgarité, le caractère grotesque, les cheveux orange, etc., permettent de voir que c'est une image optimisée en temps réel pour faire résonner les affects de chaque segment de population. Alors, le vectofascisme n'est pas une métaphore informatique appliquée à la politique, c'est pas le vectofascisme, c'est pas le fascisme avec un peu d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une époque, une façon d'être au monde, qui nous modifie par rétroaction, comme le montre bien l'excellent livre de David Bates. Alors, cette machine, très rapidement, déploie 3 opérations que je n'ai pas détaillées. Un bouc émissaire paramétrique qui change selon les cas. Alors, le réalignement du substrat culturel, alors ça nous intéresse ici pas mal. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'ordre exécutif américain qui s'appelait « Restaurer la vérité et la raison dans l'histoire américaine » et qui forçait les musées smithsonians à modifier leur contenu historique, et pas du tout par censure, mais en supprimant certains mots-clés et en effectuant ce qu'on appelle en intelligence artificielle un fine-tuning, en faisant un réapprentissage. Et puis aussi, cette question-là, elle va avec un réalignement du substrat naturel. Alors, le retrait des accords climatiques, la suppression des données environnementales fédérales, le démantèlement des agences de protection ne sont pas des simples décisions économiques, ce sont des opérations de réentraînement du dataset planétaire. Donc, on a parlé de terraformation, on est dans ce champ-là. Espèces, écosystèmes, territoires cessent des milieux pour devenir des paramètres à optimiser. Ce qui disparaît, ce n'est pas la nature, c'est sa capacité à faire friction, à imposer sa logique face au déchaînement de la volonté de puissance. Alors, au terme de ce parcours trop rapide, j'arrive presque à la conclusion, j'ai un peu chevauché pour commencer la discussion avec Norman. Donc le fascisme classique promettait un Reich millénaire. Le vectofascisme promet donc l'immortalité technologique, l'exode vers Mars, pour certains seulement, il y a effectivement cette question de pondération du futur, le transhumanisme, le drill baby drill, la Terre jusqu'à l'extinction, comme refus de toute limite et de toute finitude terrestre. C'est la libération absolue de ce qu'on pourrait appeler des affects sans corps, donc que je note ASC. Mais ces affects sans corps finissent toujours, bien sûr, par exterminer les corps réels, qui sont, eux, le siège de la finitude. On le voit d'ailleurs à l'obsession qu'il faudrait vraiment analyser du vectofascisme envers les personnes trans, qui sont parmi les premières ciblées, où il y a vraiment une obsession, et chez Musk, c'est vraiment une question absolument centrale dans son parcours vers le fascisme. Alors même que finalement, ces personnes pourraient incarner une espèce de navigabilité vectorielle, un vecteur qui change d'orientation et d'intensité sans se fixer dans une coordonnée stable. Alors, c'est le paradoxe ultime de cette machine. Elle se sert de la fluidité continue de l'espace latent à seule fin de produire de la rigidité
identitaire, racial, genré, donc on se retrouve un peu sur les mêmes questions. Alors qu'est-ce qu'on peut lui opposer ? Pas un retour au réalisme naïf des faits, car la machine a déjà digéré les faits sous forme de dataset. Ce qui s'oppose, à mon avis, au vectofascisme, c'est le réalisme du possible, que je vais essayer un peu de développer. Donc, finalement, l'apprentissage profond de l'intelligence artificielle, elle est assez conservatrice, parce qu'elle prédit l'avenir en prolongeant les probabilités du passé. Elle calcule ce qui est probable. Le contrefactuel, lui, affirme la réalité de ce qui aurait pu être et de ce qui pourrait être, les bifurcations, les manques, les potentiels non advenus qui hantent le réel. Il refuse de confondre le possible avec le statistiquement prévisible. Alors, à mon avis, il ne s'agit pas, et là, je pense qu'il y a un point d'accord, il ne s'agit plus de glitcher l'algorithme. Je crois que ce n'est pas efficace en termes d'échelle, mais de penser une autre intelligence artificielle, une intelligence artificielle communiste. Non pas l'intelligence artificielle de l'accumulation infinie, de la mémoire totale et de l'alignement réussi, qui n'est effectivement pas un objet très excitant, mais une intelligence artificielle de la finitude, une intelligence artificielle qui sait désapprendre, qui oublie, qui perd, et surtout une intelligence artificielle qui n'appartient pas aux concepteurs, mais aux utilisateurs. Alors, s'entraîner à perdre au cœur de l'optimisation, non pas pour subir la perte, mais pour en faire une opération. Alors, je ne développerai pas la question de la réification sur Horkheimer et Adorno, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, entre autres sur ce qu'a développé Norman dans le technofascisme, sur la notion de réification. Donc, contre les affects sans corps de la boîte noire de l'intelligence artificielle, il nous faut donc réactiver des affects avec corps, que je nomme donc AAC. La conscience de la finitude, qu'elle soit individuelle, on a tous eu à se charger de ça, collective, à travers les traumas collectifs, mais aussi d'espèces, puisque la survie de notre espèce, c'est peut-être on est l'une des premières générations où notre espèce, sa survie n'est pas assurée, et qu'on doit assumer une finitude d'espèces qui est une situation assez nouvelle. Et désormais, peut-être la finitude des machines, puisqu'on sait qu'elles sont extrêmement fragiles et que leur infrastructure peut s'effondrer. C'est la conscience que le présent aurait pu être autre et que l'avenir n'est pas écrit dans le poids des machines. Alors c'est peut-être dans cet affect qui ne peut pas être réentraîné que se joue une nouvelle sensibilité politique capable d'opposer à l'indifférence vectorielle une autre forme d'indifférence qui est peut-être la nôtre et qui pourrait nous mener vers une égalité radicale de fait. Je vous remercie de cette cavalcade.